présente en vitesse, je suis Philippe Simonet-Laborie, je suis ancien pilote gendarmerie, 20 ans d'hélicoptère, 18 à faire du secours en montagne, maintenant j'ai quitté. Je suis parti un petit peu partout, au Canada, en Guyane, en Nouvelle-Calédonie, et puis là maintenant je travaille pour le SAMU, du côté de Perpignan. Donc mon rôle aujourd'hui c'est juste de vous expliquer déjà de façon succincte comment fonctionne un hélicoptère et quels sont les domaines dans lesquels on peut trouver l'hélicoptère. Peut-être pour rassurer les gens qui des fois vont voir chez eux ou autour de chez eux des hélicos qui passent bas, qui passent au milieu des lignes de tension, qui passent dans des conditions qui sont un petit peu hors normes au niveau de la météo. Des choses où, pour rassurer les gens, se dire que les gens qui sont à bord, c'est pas, je ne veux pas faire d'allusion macabre, mais on tient tous à la vie. Donc quand vous voyez un hélico qui passe bas ou qui passe dans la ligne de tension, c'est pas spécialement parce que le pilote ou l'équipage a envie de faire des bêtises, c'est peut-être pour son boulot. Donc, pour essayer de vous expliquer un petit peu comment fonctionne un hélicoptère, je vais prendre une maquette et puis je vais vous expliquer les 3 commandes de vol qui permettent en fait d'évoluer avec un hélico. Déjà, ça va peut-être, on va dire, démystifier l'appareil, parce que je vais vous donner un exemple simple, c'est souvent l'exemple que je prends. Quand j'ai appris à piloter un hélicoptère, mon fils, qui avait à l'époque 2 ans, 2 ans et demi, apprenait à faire du vélo. Il est tombé plus souvent que moi avec son vélo. Donc je me dis que c'est plus dur de faire du vélo que de l'hélicoptère. Donc je vais essayer de vous faire passer ce message, et vous allez voir, c'est pas dur. Je vais m'asseoir 2 petites minutes juste pour vous expliquer. Quand on est assis dans un hélicoptère, on est dans cette position-là. On va avoir un manche qui va être entre les jambes, on va avoir un manche qui va être sur la main gauche, et on va avoir 2 pédales. Les 2 pédales, ça s'appelle les palonniers, pour ceux qui connaissent un petit peu. Le manche qu'on a entre les jambes, c'est ce qu'on appelle le manche cyclique, et le manche qu'on a sur le côté gauche, c'est ce qu'on appelle le collectif. Une fois que vous avez compris comment fonctionnent ces 3 commandes, en fin de compte, vous êtes en mesure de pouvoir faire voler un hélicoptère. C'est donné à tout le monde, il n'y a pas de surhomme. Donc on va parler de choses simples. On va parler du pas collectif. Le pas collectif, c'est quand on va le lever ou le baisser, il va faire jouer en fait toutes les pales de façon collective. Il porte bien son nom. Et je vais vous expliquer simplement comment c'est. J'ai mon hélicoptère qui est comme ça. J'ai mon manche collectif à gauche, je veux monter. C'est pas dur, je vais tirer, je vais monter. Je veux descendre, je baisse. Jusque-là, ça va? C'est assez simple. Sur les 3, vous savez déjà une des commandes. La deuxième, on va parler des 2 palonniers. Les 2 palonniers, c'est en fait ces 2 pédales classiques qui vont être reliées au rotor et qui vont permettre en fait de vous faire tourner l'hélicoptère. Si je veux faire tourner le nez de l'hélicoptère sur la gauche, c'est pas dur, je vais appuyer sur le pied gauche. Si je veux lui faire tourner le nez à droite, j'appuie sur la droite. Jusque-là, c'est simple. Vous voyez, 2 commandes déjà, vous savez faire fonctionner. On va parler de la 3e. Elle n'est pas plus dure. C'est le manche qu'on a au milieu, c'est un cyclique. Le cyclique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il va permettre de jouer sur l'incidence des pales, sur l'angle des pales par rapport à l'air, en fonction de la position qu'elles vont avoir sur le tour. C'est-à-dire que la pale qui va être devant, elle va avoir une position qui sera différente des 3 autres. Mais par contre, quand la 2e pale va revenir devant, elle aura la position qu'avait la première, suivant ce qu'on lui a demandé. Donc, ce manche cyclique, il sert à quoi? Je veux avancer, je pousse. Je veux reculer, je tire, à gauche, à droite ou en diagonale. Jusque-là, pas trop de difficultés. Eh bien, vous savez faire fonctionner l'hélico comme moi. Après, il y a quelques petites particularités et c'est là où vient la difficulté. C'est qu'un hélicoptère, en fait, quand il est posé sur le sol, il faut imaginer, alors c'est une image que je prends souvent avec les enfants, mais les adultes comprennent aussi très bien. Vous imaginez qu'il y a des petits lutins qui tiennent les patins par terre. Donc on va mettre en route, ça va tourner, pas de souci, les petits lutins tiennent bien l'hélicoptère ne bouge pas. Je vais voir si tout le monde a écouté. Je vais vouloir monter. Je fais quoi? Avec la main droite ou avec la main gauche, je vais tirer? Avec la main gauche. Je vois que le monsieur l'a écouté. Donc, c'est pas dur. Je veux monter. C'est le but quand même, parce que par la route, vous avez vu, je prends celui-là d'hélicoptère, ça roule pas bien. Ils ont oublié de mettre des roues. À 6 millions et quelques d'euros, il n'y a pas de roues. On est désolé. Donc il est posé. Je veux monter. Donc le monsieur m'a bien dit, je vais tirer sur ma main gauche et je vais monter. Sauf qu'il se passe quoi?
Il se passe que les petits lutins qui sont accrochés sur le patin, il arrive un moment où les pieds ne touchent plus par terre. Donc l'hélicoptère va faire quoi à votre avis? Pendant que les pales vont tourner dans ce sens-là, la cellule, elle va tourner à l'opposé. Au-dessus, ça ne tourne pas vite. C'est 390 tours minute. Essayez de vous imaginer, au bout de 10 minutes de vol, il y a un truc où on peut avoir mal à la tête. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure d'une autre commande. Pour permettre d'éviter de tourner dans l'autre sens. Les palonniers. Il y a des gens qui suivent. Donc, si l'hélicoptère, il tourne dans ce sens-là, la cellule, elle tourne dans ce sens-là, je vais faire quoi, à votre avis? Je vais appuyer sur un des pieds. Comme le nez, il part vers la gauche, je vais appuyer sur le pied droit. Et jusque-là, je vais arriver à le tenir droit, mon hélicoptère. Vous voyez, on est arrivé à 1,50 m du sol. C'est super. Ça tourne, les pales tournent dans un sens, parce que j'ai tiré sur ma main gauche, et mes pieds, eh ben, je vais appuyer sur le pied droit pour arriver à la tenir droite. Jusque-là, ça fonctionne bien. Sauf que l'inconvénient qu'on va avoir, c'est qu'on ne va pas rester à 1,50 m du sol pendant 3 heures. Il faut partir du point A où on est jusqu'au point B. Donc pour avancer, je vais faire quoi? Je vous ai dit, on va toucher avec le manche cyclique. En fait, donc si je veux avancer, là ça tourne en haut dessus, mes petits lutins ne touchent plus par terre, donc c'est avec mes pieds que je vais être obligé de le contrôler, et je vais avancer. Donc je fais quoi? Je vais pousser sur le manche. Et là, quand j'avance sur le manche, le problème c'est qu'il va partir comme ça. Vous êtes à 1,50 m de sol, vous pouvez imaginer que si vous devez faire un vol de 200 km, vous allez tout de suite toucher par terre, ça va mal se passer. Donc je vais faire quoi? Eh bien, pendant qu'il va descendre pour avancer, je vais tirer sur ma main gauche. Il va remonter. Mais s'il remonte, il se passe quoi? Eh bien, il va se remettre à tourner. Donc je vais réappuyer sur le pied. Là, c'est pour la montée. On est arrivé, l'hélicoptère va être en vol en palier. On est en palier, on est arrivé à trouver un équilibre entre les pieds et les deux mains. C'est la difficulté entre l'hélicoptère et l'avion, en fait. L'avion, une fois que vous avez vos hélices qui tournent normalement, que vous avez réglé tout ce qui va bien au niveau de la puissance, ça va partir, on diminue un peu la puissance, on va voler en palier, en hélicoptère. Et puis on peut s'arrêter de toucher, puisque tout se trime tout seul. En hélicoptère, l'inconvénient que vous avez, c'est que pendant tout le vol, vous êtes obligé de vous occuper avec votre main droite, votre main gauche et vos pieds. Parce qu'il y a l'aérologie, il y a tout. On est arrivé, on est en vol en palier. C'est très bien. Maintenant, on va vouloir descendre. Tout le monde se souvient de toutes les commandes. Si je veux descendre, je fais quoi? Si on met sur le cyclique, on va partir comme ça. Ça ne devrait pas bien le faire. Et si on garde une puissance constante, on va rester toujours dans le même sens. On va s'empaligner, mais on va devoir réduire. On va baisser la puissance. La force d'opposition à la queue. Donc je vais baisser sur ma manette à gauche, et là je vais commencer à descendre. Mais puisque je vais descendre, au début il tournait dans ce sens-là, il va avoir tendance à vouloir tourner dans l'autre sens. D'accord? Donc au lieu d'appuyer sur mon pied droit comme j'ai eu pour décoller, je vais appuyer sur le pied gauche pour le garder toujours dans le sens. Le rotor arrière, il est indépendant du rotor suspenseur? Non, je vous l'explique après, juste après. Si vous voulez, il y a un moteur. Enfin celui-là, c'est un mauvais exemple, il y a 2 moteurs sur celui-là, mais c'est pareil. Vous avez un moteur sur l'hélicoptère. Le moteur, il tourne, allez on va partir sur une machine comme ça tourne à plus de 6000 tours minute à l'intérieur. Les 6000 tours minute ce moteur va permettre de faire tourner et le rotor principal, 400 et quelques, allez on va arrondir 400 tours minute, et celui de derrière, 3000 tours minute. Donc en fait c'est quoi? En fait on a une boîte qui s'appelle la boîte de transmission principale, qui sont que des engrenages, avec des angles, avec de tout, qui va permettre de réduire les deux, pour faire tourner les 2 rotors, mais qui va permettre de réduire, pour le baisser de 6000 à 400 tours, à quelque chose près, et de 6000 à 3000 tours derrière. Donc ça va être le même principe. Je veux descendre, je vais baisser ma main gauche, mais étant donné que le nez il va partir dans l'autre sens, je vais être obligé d'appuyer avec mon pied gauche, et puis je vais continuer à suivre ma direction. On réduit pas les vitesses entre le rotor et... Non, les rotors ont des nombres de tours constants. C'est la variation de l'incidence des pales ou de l'incidence du rotor. Donc, suivant si on incline le rotor ou suivant si on incline chaque pale en fonction. C'est ce qui permet d'avancer, de reculer, de s'arrêter. Alors, à titre d'information, il faut savoir quand même qu'en hélicoptère, le plus dur, c'est pas de voler. Le plus dur, c'est de rester en stationnaire à 1,50 m du sol. Parce que le problème, c'est qu'il y a de l'air
il y a un mouvement d'air qui va se passer dessous, puisqu'on est à 1,50 m du sol, donc des turbulences. Donc le but, c'est de garder l'hélicoptère le plus à plat possible. Pour vous donner une image de ce que représente le maintien d'un hélicoptère en stationnaire, vous prenez une planche à découper en bois, et au milieu, vous mettez une bille. Et le but du jeu, alors il n'y a pas de marque sur la planche de bois, le but du jeu, c'est de garder la bille au milieu. Vous allez faire quoi? C'est pas un coup à droite, un coup à gauche, ou un coup devant, un coup derrière, non. En fait, il faut jongler pour garder cet équilibre. Ben, l'hélicoptère, en fait, c'est ça. Est-ce que sur la technique de fonctionnement, je vais dire, de l'hélicoptère, vous avez quelques questions à poser? Oui, là vous nous parlez d'un hélicoptère de base, mais aujourd'hui dans un SAMU ou dans un hélicoptère moderne, il n'y a pas un système électronique qui va compenser électroniquement et jouer le rôle de vos pieds et de votre palonnier. Et l'objectif que vous auriez, vous, c'est de donner un ordre, un vecteur, et non pas à passer votre vie à compenser. Alors, c'est ce qu'on va appeler le pilote automatique. Du pilote automatique, il y en a. Sur une machine comme celle-là, qui est un EC145, ou comme celui-là, c'est celui que je pilote à l'heure actuelle, c'est un EC135. Ce sont deux appareils biturbines, mais qu'un pilote automatique. Le problème, c'est que pour tenir le stationnaire, par exemple, pour tenir un stationnaire à 1,50 m, on va poinçonner le pilote automatique, qui est un pilotage 3D dans les 3 dimensions, qui va vous garder à peu près en équilibre. Le problème, c'est que vous êtes à 1,50 m du sol et que le vent, c'est pas un vecteur tout simple qui va venir et qui va dire tiens, je suis pile en face. Non, parce que ce qu'on appelle la loi de Murphy ou la LEM, je vais être un peu cru, la loi de l'emmerdement maximum. Le vent, quand vous décollez, il est un secteur avant, mais il n'est jamais pile dans le nez. Vous allez peut-être l'avoir sur le côté. Donc pour tenir un stationnaire, quand vous allez avoir le vent sur le côté, eh bien, il va falloir compenser. Il va falloir appuyer du pied d'une certaine façon, il va falloir mettre son manche d'une autre façon pour contrer le vent, pour arriver à tenir le stationnaire. Un pilote automatique 3D va tenir essentiellement le vol en palier ou le vol en montée ou en descente en fonction des éléments qu'on va lui donner. Vu le prix et le poids que ça coûte, en général, on s'arrête là. Mais on peut avoir aussi du 4D, vous savez, on va le tenir le stationnaire. Mais l'homme est quand même obligé d'être à côté parce que à 1,50 m du sol, imaginez-vous la moindre erreur qu'il peut y avoir, ce n'est que mathématique, c'est que des chiffres en fait. Tiens, j'ai mis tel cap ou j'ai mis telle position, dès qu'il va se décaler par le vent ou par autre chose, en fait, c'est un automate qui va ramener dans cette direction. Donc c'est un peu brutal. Moi, je vois, j'ai piloté pendant 20 ans des hélicos où il n'y avait pas de pilote automatique. Au jour d'aujourd'hui, je vais l'utiliser quand il va faire nuit, quand il va pas faire beau. En fait, ça va être une aide, une assistance. Parce qu'un hélicoptère comme celui-là ou comme celui-là, il faut savoir qu'avec le pilote automatique qu'on a, en fonction des données qu'on va mettre dans les ordinateurs qu'on a à bord, c'est une machine qui va être en mesure d'arriver sur un aéroport et jusqu'à 30 pieds sol, c'est-à-dire une dizaine de mètres, l'hélicoptère va venir faire son approche tout seul. À 30 pieds sol, si l'homme n'a pas repris les commandes, il va faire un palier pendant un certain temps, 1 minute 30, il va faire un palier et ensuite il va automatiquement remonter, revenir se présenter et il recommence tant qu'il y a du carburant. Quand il n'y a plus de carburant, ça se pose tout seul. Donc voilà. Après, il faut se dire une chose, c'est que pour que ça fonctionne correctement, que ce soit sur des hélicoptères ou sur des avions, en fait, on n'est que des hommes, les pilotes. Donc il faut qu'on ait rentré les bonnes informations. C'est comme l'ordinateur. Si vous rentrez une mauvaise formule, quand vous allez faire votre addition, elle va pas sortir comme il faut. Le problème, c'est qu'on n'a pas tous les éléments de vent, il y a plein d'éléments qui changent. Une pression atmosphérique, c'est pas quelque chose de standard. C'est quelque chose qui va changer en fonction de l'endroit où on est, en fonction de plein de vecteurs atmosphériques. Donc, en fin de compte, c'est à nous à faire tous ces réglages. Et je veux dire, on passe presque plus de temps. Je ne devrais pas dire comme ça, mais moi, je préfère passer plus de temps à piloter la machine qu'à lui mettre des chiffres et puis dire, tiens, elle va le faire tout seul. D'accord. Voilà. Ça c'est plus sur du vol. Mais ça peut se faire. C'est vrai qu'il y a plein de choses qui peuvent se faire tout seul. Sur des avions de ligne, par exemple, là, on oblige maintenant les pilotes à venir poser en manuel. Parce qu'il faut savoir qu'ils ont des systèmes de pilotage qui leur permettent de décoller et d'atterrir sans rien toucher. En fait, on devient un gestionnaire plus qu'un pilote. D'où le plaisir de continuer, je vais dire, à faire et du secours, puisque quand vous arrivez près d'une paroi ou quoi que ce soit, vous ne pouvez pas mettre des informations dedans, c'est le pilote qui est obligé de se battre pour que ça fonctionne. Puis-je
questions. Si je peux y répondre, oui. La première, est-ce que dans un hélicoptère, il y a un horizon artificiel? Oui. Comme dans un avion. Comme dans un avion. Mais je sais que si les cellules sont très vitrées, c'est surtout pour un pilotage à vue. Oui. Bon. Donc l'horizon artificiel, il vous sert quand? Ben, l'horizon artificiel, je vais vous donner un exemple. Si vous pilotez, on va dire dans la plaine, on va prendre que la salle c'est la plaine. Je suis en train de piloter, je vais avoir une notion d'horizon. Je vais voir l'angle entre le mur vertical et le sol. Ça va me donner une impression d'horizon. D'accord? Là, c'est pas dur d'être à plat. Le problème, c'est que quand je vais arriver face à une montagne ici, j'ai quoi comme repère? Quand je vais être loin, je vais avoir la ligne de crête, mais quand je vais arriver ici, pour treuiller. Alors après, il y a le ressenti aussi du pilote. À la longue, on arrive à prendre... une distance de sécurité par rapport au rotor. Et de sentir si la machine elle est sur le côté ou quoi que ce soit. Mais si vous vous retrouvez en montagne, il faut savoir une chose, c'est que vous pouvez être dans ce sens-là et vous allez avoir l'impression d'être plat parce que le relief à côté ou ce que vous allez voir à côté, c'est ce qu'on appelle les effets d'optique. Les illusions sensorielles. Vous allez avoir l'impression d'être à plat. C'est une sensation. Mais en fait, quand vous regardez vos instruments, entre autres l'horizon artificiel, vous allez vous rendre compte qu'on le voit entre autres en virage. Quand on fait du secours en montagne, vous allez venir, et puis on n'arrive pas toujours sur l'objectif directement. Donc on va venir, on va passer une première fois. Mais on peut être en mesure de prendre de très gros angles, parce qu'en fin de compte, on va avoir une vision peut-être d'une ligne de crête qui paraît plate, mais qui en fait va descendre. Et vous allez mettre la machine par rapport à votre illusion visuelle. Mais si vous ne faites pas ce contrôle visuel sur les instruments, c'est là que vous vous dites, tiens, je suis à la limite. Parce que certains hélicoptères, comme on va dire le 145 ou le 135, c'est des hélicoptères avec des rotors rigides. On va dire c'est des hélicoptères avec lesquels, si on veut aller jusqu'à l'extrême, on pourrait faire une boucle, on pourrait faire des tonneaux barriqués. Mais il faut savoir que l'hélicoptère, il est fait pour que la portance, que les pales, elles forcent, je vais dire, dans ce sens-là. Le problème, c'est que si vous passez en voile inversée, elles vont plus forcer dans ce sens-là, elles vont forcer dans l'autre. Sur un rotor rigide, on va y arriver. Sur un rotor souple, comme par exemple les écureuils, vous faites ça une fois, et normalement, ça se finit au sol. C'est l'avantage, c'est que... On atterrit vite. J'ai jamais vu dans les livres d'anecdotes ou de quoi que ce soit, un aéronef qui reste en l'air. Donc l'avantage, c'est qu'on sait que ça va finir au sol. Pas toujours comme voudrait le pilote. La deuxième question, si vous me la permettez, y a-t-il un radar? Bon, un radar de proximité, un radar d'alerte, un radar... Alors, ça peut arriver sur certains hélicoptères, comme les hélicoptères, on va dire, tout ce qui va être Puma, Super Puma, tout ça, ils vont avoir des radars. Sur des petits hélicoptères, il faut se dire une chose, c'est que le handicap sur un hélicoptère ou sur un avion, c'est le poids. Le problème, c'est qu'on est plus lourd que l'air. Donc, pour arriver à rester en l'air, il faut avoir un moteur suffisamment puissant pour arriver à avoir de la portance. Plus vous allez mettre de matériel à bord, et plus ça va être lourd, donc plus ça va vous demander de puissance. Pour donner un exemple, puisque c'est dans la région, j'ai fait pendant une période du secours dans le Cantal. On avait des écureuils B, c'est-à-dire on va dire, le B, c'est le bas de gamme de chez les écureuils. On va dire, ça commence à B, BA, B1, B2, B3, B4, avec quelques variantes dans chaque série. Le B, on va dire, c'était la 2 chevaux de la série. Quand vous partiez en montagne, pour faire du secours, pourtant on va dire le Cantal c'est pas très haut. Eh bien il est arrivé qu'on ait des pleins minimums, qu'on ait un pilote, un mécanicien à bord, et quand on prenait le secouriste, on lui disait on te ramènera ton sac après. Un sac c'est 10 kilos. Pour vous dire que la marge de manœuvre après elle est... Donc mettre un radar météo, c'est pas grave, c'est 80 kilos. Ça fait le poids d'un bonhomme. Ça fait une demi-heure de carburant de vol. Alors qu'est-ce qui vaut mieux, un radar où on va être en montagne et qu'on fait de toute manière du vol à vue? Non, un radar c'est bien pour celui qui va aller voler en condition IMC, c'est-à-dire dans les nuages. Lui il ne va pas voir, donc c'est quand même utile d'avoir un radar qui va lui permettre de dire il y a des avions autour, ou, parce que le radar peut aussi servir de radar météo, ou dire tiens, on a tel type de temps, ça il y a des gens plus, mieux positionnés au niveau de la météo et des phénomènes naturels, mais pour dire que, tiens, s'il y a des zones d'orage ou des zones à risque, on va dire au niveau météo, ce radar va nous dire, tiens, évite d'aller là. Il faut savoir que même sur un avion de ligne,
en fonction de la nébulosité que vous allez avoir, ou des nuages, du type de nuages que vous allez trouver, même les avions de ligne se détournent. Ils ne rentrent pas dans tous les nuages, les avions de ligne. Parce que dans un nuage, vous avez quoi? Ça peut être de l'eau, mais ça peut être de la glace aussi. Donc, prenez un avion, pour rester sur un avion, plus que sur un hélicoptère, un avion qui va voler, on va prendre un cas tout simple, 700-800 km/h. Imaginez-vous un parpaing de glace d'une trentaine de kilos qui vient percuter quand vous êtes à 800 km/h. La formule, alors je ne suis pas très matheux, j'y connais rien en maths, je sais que juste 1 plus 1 ça fait 11, mais à part ça je ne sais rien de plus. La formule, je crois que c'est 1/2 de mv2. Donc vous multipliez la moitié de la masse par la vitesse au carré. Vous prenez 30 kg la masse, vous prenez 800 km/h au carré. Alors j'ai pas calculé de tête, mais vous imaginez avec quelle force ça vient impacter. Pour donner un exemple, sur un hélicoptère comme celui-là, alors ça m'est pas arrivé, mais c'est arrivé dans un SAMU du côté de Nantes, ils ont attrapé une mouette alors qu'il volait. Un hélicoptère comme ça vole à peu près, je vais vous parler en km/h, c'est peut-être plus parlant pour les gens qui n'ont pas l'habitude de l'aéronautique, ils volent à peu près à 200 km/h. À 200 km/h, ils ont pris une mouette qui a tapé ici, là. Ça a pulvérisé la bulle, et à l'intérieur, tout le monde était repeint en rouge. C'était qu'une mouette. Et ça pèse pas très lourd. J'ai une autre question à vous poser, vous permettez, c'est parce que ça m'intéresse énormément. J'habite à Port-la-Nouvelle. Vous savez que Port-la-Nouvelle, on est le 3e port d'intérêt national en France, en Méditerranée, et on est en zone Céveso. Je suis bien ami avec le maire et puis avec les autorités quand même. Et à un moment donné, j'ai entendu dire qu'il y avait une information qui était faite au niveau de l'ensemble de l'aéronavale, quelle qu'elle soit, de tout ce qui pouvait voler, et il y avait une interdiction qui avait été faite de survoler Port-la-Nouvelle à cause des silos, à cause des réservoirs d'essence, des réservoirs d'alcool, etc., que nous possédons dans le port. Et donc, les hélicoptères en particulier, parce qu'il y en a énormément qui passent au-dessus de Port-la-Nouvelle, je ne sais pas d'où ils vont, je ne sais pas où ils viennent, je reconnais l'hélicoptère de la douane, je reconnais l'hélicoptère du SAMU, ceux de la gendarmerie, ils sont très reconnaissables, mais énormément par rapport aux avions. Bon, les avions volent très très haut, il n'y a pas de problème, mais cette interdiction, elle a été, comment dirais-je, respectée pendant un certain temps, et puis à nouveau, on revoit des hélicoptères qui passent au-dessus de la ville, font la caisse, à droite, à gauche, dans un sens, dans un autre. Et qui est le régulateur de cette surveillance? En fait, il y a des organismes de l'aviation civile, des tours de contrôle, des zones. J'avais ramené une carte, mais s'il y en a qui veulent, après, vous pourrez vous approcher, une carte aéronautique pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et c'est vrai que quand on voit une carte aéronautique, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, c'est un petit peu comme si on vous donnait un bouquin écrit tout en chinois. Du chinois littéraire quand même, un truc. Non mais il y a de tout, il y a des couleurs, il y a des zones, il y a des altitudes, il y a des altitudes par rapport à la mer, il y a des altitudes par rapport au sol, et des zones qui sont interdites ou non de survol. Ces zones sont interdites ont été décidées par l'aviation civile, de dire ça, il peut y avoir un danger. Vous parliez d'usines Céveso et tout ça, le problème il vient d'où? C'est que si par malchance il y avait une explosion ou quelque chose comme ça, le souffle et tout ce qui pourrait monter vers le haut, plus vous êtes bas et plus vous avez de chances de vous faire percuter, c'est surtout ça. Après, un hélicoptère qui pose dans une zone où il y a de la radioactivité, où il y a plein de choses comme ça, il n'y a pas de danger. Moi je dis franchement, ça m'est arrivé quand j'étais pilote gendarmerie, d'aller poser à Val-Duc où ils recyclent des déchets radioactifs. On s'est posé X fois, on nous avait donné quand même une combinaison au cas où il y a un problème. On ne savait pas la mettre, parce que ça coûtait tellement cher de l'ouvrir et de voir comment ça fonctionnait. On nous dit, vous la gardez, c'est qu'en cas de problème. Je plaisante en disant ça, mais on y va, on se pose sur un site Céveso, ça explose pas tous les jours, sinon, je vais dire, on mettrait ça au fin fond du désert. Je pense que c'est en cas de crash éventuel, ça peut générer des problèmes tellement plus importants qu'un problème local. C'est certain que ça engendre des problèmes. Après, il y a des gens, je veux dire, nous pilotes, on essaye je dis bien on essaye parce qu'on est, comme tout le monde, on fait des erreurs, parce que quand vous êtes en train de naviguer avec une carte, alors maintenant les moyens de travail sont quand même bien facilités avec les iPads, la cartographie numérique et tout ça, mais il y a une vingtaine d'années, moi quand j'ai commencé à piloter, ne serait-ce qu'en gendarmerie, c'était une carte papier qu'on avait sur les genoux. Donc la carte papier,
Ben, on est dans cette vallée, mais on peut être dans la vallée d'à côté, il faut être honnête. J'ai une question. Nous avons vu en début de conférence effectivement comment se comporter grâce à vous un hélicoptère. J'aimerais savoir s'il est possible, comment reconnaître en fait un hélicoptère de nuit. Quels sont ses codes couleurs, ses phares? Comment reconnaître un hélicoptère? Est-ce qu'il y a des codes communs entre les différents modèles? Est-ce que ce sont des feux pulsants? Comment reconnaître en fait un hélicoptère? Est-ce que ça se reconnaît? Est-ce que c'est... Voilà ma question. Comment se comporte un hélicoptère visuellement de nuit pour un observateur lambda? Alors, pour un observateur lambda, si ce n'est que l'hélicoptère volera plus bas que l'avion, il n'y aura pas réellement de différence. Parce qu'en fait, on va prendre un hélicoptère, par exemple, de ce type-là. Vous allez trouver un feu anti-collision qui est posé en haut d'une dérive. Donc, c'est soit un feu à LED, soit une lampe classique, qui va clignoter rouge. Mais vous l'avez aussi sur les avions. Donc, je vais dire, si ce n'est que l'avion va être beaucoup plus haut, vous allez voir ça. Ensuite, vous allez avoir sur les côtés, par exemple, des empennages arrière, vous allez avoir des lumières. Alors, il y a des codes couleurs, comme en marine, le rouge à gauche, le vert à droite. Donc, déjà, ça va vous permettre, en fonction de ce que vous voyez, si je ne vois pas... Et puis derrière, voilà, et puis derrière, il y en a un dernier, c'est un petit phare blanc. Ce qui fait que si je vole, ou si je regarde et que je vois le phare blanc derrière, je sais qu'il est en éloignement, l'aéronef. Mais dire que c'est un avion ou un hélicoptère, il n'y a pas trop... Vous ne pourrez pas trop faire la différence parce qu'en fin de compte, on a tous les mêmes feux. Derrière, c'est un angle à 90 degrés, je crois, et 45 degrés en latéral. Donc, en fonction, tiens, je vois une loupiote rouge, ben je sais que je suis sur le côté gauche de l'hélicoptère, je vois une loupiote verte, je suis sur le côté droit, je vois l'anti-collision, et ben s'il est plus bas que moi, c'est que je suis au-dessus. Je vais peut-être pas le voir. Et à l'heure actuelle, ils sont en train de mettre... Enfin, il y en a de plus en plus sur les aéronefs, on le trouve même sur les ULM, on trouve des lumières stroboscopiques sur le côté. C'est-à-dire, en fait, c'est des strobes blancs qui flashent. Qu'on trouve aussi... Alors, au départ, on ne le trouvait que sur les avions, mais on le trouve à l'heure actuelle aussi sur des hélicos. Il y a un avantage et un inconvénient. Si la météo n'est pas très bonne, cette lumière stroboscopique va permettre d'attirer l'attention de celui qui vole à vue. Parce que en hélicoptère, on peut voler aux instruments, mais 80% des vols faits par des hélicoptères, on va dire, de petite et moyenne taille, ce sont des vols à vue. Donc vol à vue, on n'est pas dans les nuages, on n'est pas dans des zones où on n'est pas censé être vu. Mais vous prenez un hélicoptère, et c'est d'ailleurs pour ça que la réglementation européenne est en train d'évoluer. Avant, les hélicoptères du SAMU étaient des hélicoptères blancs. Ben, imaginez-vous un hélicoptère blanc qui vole ou qui est posé dans de la neige. Je vous mets au défi de le voir. Je vais aller plus loin sur une DZ d'hôpital, et ça s'est passé déjà à une reprise du côté de Bayonne. Ça a failli se passer du côté de Dijon il y a environ 2 ans. L'hélicoptère blanc était posé sur la croix, enfin sur le H qu'il y a sur le toit de l'hôpital. Il fait nuit, il n'y a plus personne dans l'hélicoptère qui est posé. Le deuxième pilote, il vient, il fait un tour, mais blanc sur blanc, il ne l'a pas vu. Il est venu jusqu'à se poser, et au moment de toucher, à Bayonne, ils sont posés un sur l'autre. Ça ne marche pas très bien. À Dijon, il y a une vidéo qui est passée sur YouTube, parce qu'un des médecins filmait. On voit l'hélico qui vient, comme ça, donc il y en a un qui est posé au sol. L'hélico vient, et au dernier moment, le pilote voit l'hélico qui est posé au sol, et il redécolle pour venir se poser ailleurs. Donc c'est pour ça que les feux sont importants, ça nous permet de repérer qu'il y a quelque chose, mais dire que c'est un avion ou un hélicoptère, en fonction, on va dire, oui, si vous avez un feu rouge et un feu vert qui sont, je vais dire, allez, à 40 mètres l'un de l'autre, vous savez que ça va pas être, ou 30 mètres, vous savez pertinemment que ça sera pas un hélicoptère, quoi. Et en dessous et devant? Alors devant, on va avoir des phares directionnels ou des phares ce qu'on appelle des phares d'atterrissage, c'est-à-dire qu'ils vont servir au pilote pour voir ce qui va se passer. Comme un avion de ligne, quand il vient, il va éclairer son phare de devant, qui va y éclairer la piste, il va jouer sur l'azimut pour arriver à s'éclairer, ce qu'il a besoin de voir, pour venir se poser. Parce que quand vous volez de nuit, et ben en fin de compte, on va dire, on est au-dessus de rien. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de lumière, ben vous ne savez pas si vous êtes au-dessus d'un bois, au-dessus de l'eau, Enfin, l'eau, des fois, vous avez des reflets avec la lune. Mais ça arrive de voler où il n'y a pas du tout de lune. Et ben, vous êtes au-dessus de la forêt, vous êtes au-dessus d'une étendue noire, quoi. Il n'y a aucun relief, rien qui va apparaître. Donc, quand vous volez de nuit, et il me semble que la réglementation pour le SAMU a changé, vous avez obligation maintenant d'avoir
votre brevet ILR et vous pouvez faire... Attendez, le mieux, on va vous passer le micro parce que au fond, ils n'entendent pas. Allez-y. Alors, il me semble que soit la réglementation n'est pas encore passée, mais c'était en discussion il y a encore quelques mois. Les pilotes du SAMU devaient avoir leur qualification de nuit. Alors, il ne faut pas confondre une qualification de nuit et une qualification de vol aux instruments. Nous, on fait ce qu'on appelle le domaine de base, c'est ce qu'on appelle le VNRE. C'est du vol de nuit avec des références extérieures. C'est-à-dire qu'il vous faut avoir un peu de luminosité, il faut arriver à distinguer la différence entre le ciel et le sol. C'est-à-dire que vous allez voir des lignes du relief, vous allez voir des lumières au sol. Là, c'est bien. Celui qui a une qualification de vol aux instruments, c'est-à-dire qu'il va être dans une situation où le plus loin de lui qu'il va pouvoir voir, c'est ce qu'il y a dans la bulle de l'hélicoptère. Vous êtes autorisé à voler de nuit avec le SAMU, avec la gendarmerie ou avec tous les autres corps d'armée, si vous avez des références extérieures. C'est-à-dire que vous allez arriver, par exemple, je vais prendre un exemple puisque j'y étais, du vol en Guyane de nuit, vous n'arrivez pas à voir s'il y a la mer, si c'est le ciel, donc vous n'avez aucune notion. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous n'avez plus cette notion de ligne d'horizon au fond. Ce qui fait que vous pouvez vous retrouver comme ça et vous n'allez pas le sentir en plus. Alors il y a un jeu qui est assez marrant, enfin un jeu, c'est des expériences qui sont faites, c'est à Mont-de-Marsan, il n'y a pas que là. Il y a une espèce de centrifugeuse où on vous met dedans, ça tourne, vous êtes assis à l'intérieur, vous êtes dans un cockpit d'hélicoptère, tous les instruments sont cachés, et en fonction de la vitesse où on vous fait tourner ou dans la position où vous mettez, mais ça reste à plat quand vous voyez on appelle ça la centrifugeuse, c'est une boule qui tourne toujours à plat. Il ne donne aucun angle, mais en fonction de la vitesse de rotation, en fonction de plein de choses, votre oreille interne, elle, assimile des sensations qui ne sont pas toujours les bonnes. C'est comme ça que des vols privés de pilotes, on va dire amateurs, c'est pas péjoratif quand je dis pilote amateur, mais un pilote du dimanche, s'il rentre en couche, il va se dire, tiens, je suis à plat, mais s'il n'a pas le réflexe ou l'habitude de contrôler ses instruments, il va avoir l'impression d'être à plat, mais en fait, il va être comme ça. Il ne va pas s'en rendre compte. Ça, c'est des illusions sensorielles. Moi, quand j'ai fait le stage, alors je parle d'exemple, comme ça je dis de mal de personne, quand j'ai fait mon stage de vol aux instruments, il y avait des séances d'1h30 où quand je me posais, je disais à l'instructeur, heureusement que c'était marqué sur un GPS traceur, j'avais l'impression d'avoir passé mon temps en virage. Et pourtant, on décollait, on partait, on faisait des figures calculées et tout pour venir faire des points de... Mais quand vous descendiez de là, au bout d'1h30, vous dites, mais on a tourné en rond toute 1h30. Non. Parce qu'en fait, on n'a aucune sensation. En fait, c'est votre oreille interne qui va dire... C'est un petit peu comme en voiture. Si vous lisez en voiture et que ça secoue sur une route de montagne, pourquoi vous êtes malade? Parce qu'en fait, vos yeux et votre cerveau assimilent quelque chose de fixe et l'oreille interne, elle se fait balancer à droite à gauche. Résultat des courses, le cerveau, il ne sait plus où il en est, il annonce à l'estomac que ça ne se passe pas bien, il vous rend tout ce que vous aviez gardé. Et ça arrive en hélicoptère. Un exemple simple, c'était un des fils Kennedy qui était parti sur un vol à une période et on a dit, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Ben oui, il est rentré en couche, il ne savait plus s'il était en vol à plat, s'il était sur le dos, quoi que ce soit. Quand vous êtes sur le dos, on va dire même avec un hélicoptère, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, si l'hélicoptère n'est pas fait pour voler comme ça, quand vous allez le mettre dans cette position-là, vous n'allez pas réellement vous en rendre compte et malheureusement vous mettez l'hélico dans une situation critique ou l'avion dans une situation critique qui fait que le résultat c'est une descente sur le plancher des vaches. Donc pour en arriver maintenant un petit peu au domaine de travail de l'hélicoptère, je ne voudrais pas non plus être trop lourd, mais s'il y a des questions, il ne faut pas hésiter à en poser. Oui. 90% des hélicoptères, alors même si je connais les chiffres, ils ont une caractéristique. Attendez, excusez-moi, votre question est très intéressante et ce serait bien que tout le monde en profite, donc je vais vous amener le micro. Et après, j'en poserai une à mon tour. Merci. Merci de me répondre aussi, monsieur, de prendre la patience de répondre. 90% des hélicoptères tels qu'on les connaît, tels qu'on les entend, font un bruit très très caractéristique, le fameux plop 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 quand ils arrivent, et l'effet Doppler, etc. Il est question, je crois, de transformer les balles d'hélicoptère
dans la matière en les faisant en carbone et de faire sur les bords d'attaque des minuscules trous qui vont laisser passer l'air à travers la pale de façon à ce que le bruit totalement disparaisse. Vous êtes au courant? Alors honnêtement, non. Je sais qu'il y a des études qui sont faites sur les hélicoptères, entre autres, on va prendre sur le 135. Alors j'ai pas de photo précise du... La réponse est où? Il y a effectivement des trucs qui sont faits au bout des pannes d'hélicoptères. C'est encore laissé, mais bon. Ouais, il se trouve que j'avais un voisin qui travaillait à Eurocopter. D'accord. Donc, ce qu'il faut savoir, par exemple, sur un hélicoptère comme celui-là, c'est qu'ils ont trouvé le fenestron. En fait, on va dire, c'est ce qu'on appelle le rotor. C'est ce qui nous empêche de tourner sur nous-mêmes. Celui-là, il est tout caréné. Il y a 8 à 10 pales en fonction. À la différence, par exemple, du 145 qui est comme ça. Et vous allez avoir un rotor anti-couple qui est à l'extérieur. D'accord? Celui-là va être bruyant, c'est certain. Beaucoup plus bruyant qu'un fenestron. Le fenestron, ils ont mis les pales d'une certaine façon, elles ne sont pas posées de façon régulière, justement pour diminuer le bruit. Mais on va trouver une parce que tout ne peut pas être ou blanc ou noir. L'avantage qu'on va avoir, c'est que celui-là fait moins de bruit, mais si je pars en montagne avec celui-là, je vais perdre beaucoup de puissance. Parce que regardez, celui-là il tourne tout seul, on va dire, c'est quand même des rotors qui font quasiment 2 mètres de diamètre. D'un bout à l'autre, ça paraît pas. Mais ces 2 mètres de diamètre vont donner une certaine force qui, quand vous allez mettre sur des petites pales qui vont être longues comme ça, vous avez beau en mettre 8, qui sont déjà dans un carénage, vous perdez de la puissance, vous perdez de la réactivité au niveau de la machine. Moi je prends un exemple, sur Dijon, je travaillais avec celui-là, je m'en vais sur Perpignan, où on va faire de la montagne, et on repasse sur un hélicoptère, c'est un Agusta 109, qui revient avec un rotor classique. Parce que ça fait peut-être plus de bruit, mais par contre c'est plus efficace et plus utile dans certains domaines. Donc, on va peut-être diminuer le bruit, mais on perdra obligatoirement sur autre chose. Vous perdrez sur la portance, donc vous aurez des pales plus grosses. Alors, chaque hélicoptère a son type de bruit, en fonction du moteur, en fonction de la forme des pales. Vous pouvez regarder, il n'y a pas 2 hélicoptères qui ont les pales pareilles. Enfin, si on change de série, quoi, je vais dire. Hein. Si vous restez sur des écureuils, ils auront tous. Mais même entre un écureuil B et un écureuil B1, par exemple, vous allez avoir des pales plus larges sur un. Vous allez avoir des redans, c'est-à-dire des espèces de petites rainures que vous allez avoir sur des pales ou sur l'hélicoptère pour éviter le bruit. Mais alors après, on arrive dans un autre domaine qui est plus du tout technique. Et je vais dire, c'est une opinion personnelle, mais je crois que c'est quand même une opinion assez générale au niveau des pilotes, c'est qu'à l'heure actuelle, les gens supportent de moins en moins les autres. Donc on parle du bruit, on parle de tous les problèmes. Mais c'est vrai que le bruit, il y a plein de gens en montagne, je fais de la montagne aussi à pied, on va dire, ils sont pénibles avec l'hélicoptère. C'est marrant, quand on voit un hélicoptère bleu qui arrive pour faire du secours, c'est toujours pénible parce que ça fait du bruit. Par contre, quand vous êtes, vous, dans une mauvaise situation, c'est marrant, ça fait plus de bruit l'hélicoptère. C'est toujours beaucoup plus pratique. Donc, c'est vrai que tout le monde se plaint, tout le monde veut avoir des hélicoptères silencieux, parce qu'on voit dans les films, tiens, je mets le mode silencieux, je vais me poser. C'est que dans les films, ça. Hein. Du bruit, il y en aura toujours, parce que ça tourne, ça fait du bruit. Ne serait-ce qu'un mouvement de pale dans l'air, ça va claquer, ça va siffler. Un pot d'échappement, enfin une tuyère, mais c'est l'équivalent d'un pot d'échappement, qui va recracher, on va dire, de l'air chaud par rapport à de l'air froid, par rapport à plein de choses, vous aurez toujours du bruit. Si vous êtes dans une grande plaine et que l'hélico passe, ça va gêner personne. Vous vous retrouvez dans un cirque en montagne et l'hélicoptère va faire un tour, ça va résonner partout. Et les gens vont dire, oh, c'est une horreur. Un exemple simple, vous avez des parcs. Je ne dis pas qu'il faut y rentrer sans vergogne et profiter de tout, mais je l'ai vécu pas loin, dans le Cantal. Du côté du Mont d'Or. Du côté du Mont d'Or, on a des personnes qui se battent pour l'écologie, l'environnement. On va dire dans l'absolu, c'est très bien, mais j'ai entendu dire que l'hélicoptère, fallait pas qu'il passe trop bas parce que ça pouvait gêner la croissance de certaines plantes. Et on en arrive à des points, parce que moi j'ai travaillé dans une société civile où on faisait du vol panoramique, où si vous passiez à une altitude qui n'était pas suffisante, les gens allaient se plaindre dans l'aviation civile, et vous, on mettait votre diplôme en cause. Donc, je crois qu'on arrive aussi, c'est vrai que si on peut diminuer le bruit, mais si on diminue le bruit, autant arrêter, quoi, autant y aller à pied.
Chaque heure de vol nécessitait une demi-heure d'entretien sur un hélico. Ça va dépendre. Vous prenez un hélicoptère moderne comme le 635 ou le 645, il y a beaucoup d'électronique. L'électronique, je vais vous dire, vous allez faire quoi? Vous allez dépoussiérer, vous n'allez rien y faire. Par contre, vous prenez l'Alouette 3, qui est, à mes yeux, une des plus belles machines que l'homme a pu concevoir pour le travail qu'on y faisait. C'est sûr que vous voliez 20 minutes ou 1 heure, il y avait au minimum 2 heures pour regresser tout, parce que il n'y avait pas d'électronique, il n'y avait rien pour le faire, quoi. Mais après, on n'a pas non plus le même plaisir. Moi, j'ai une question à poser. On va terminer avec les questions. Je vais me faire le luxe de prendre la dernière. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tous les domaines de vol particuliers? C'est-à-dire emploi des JVN, vol stationnaire nocturne, parce que nous, on a eu des cas au laboratoire, il y a des gens qui nous ont appelés 2 heures après un orage, il y avait un secours mental, il y a des gens qui nous ont dit oh, on a vu de la foudre en boule qui est verte et rouge et qui clignote et qui était en surplace, elle montait de quelques mètres, elle redescendait. C'était donc un EC145 avec les JVN, jumelles à vision nocturne. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ces aspects-là? Et si tu me le permets, bien entendu, avec ton aval, je reviendrai juste 30 secondes par rapport à ces fameux trous qui sont faits dans les pales, parce que c'est peut-être très très bien pour le bruit, mais au niveau de la foudre, c'est absolument catastrophique, puisqu'une Alouette 3, elle va se prendre une décharge, elle va très bien voler, le bel aquarium, un EC135, il part au tapis direct. Et actuellement, il y a un gros souci de temps chez la sécurité civile qu'à la gendarmerie, on le fait dans les instructions pour l'institution, ce sont les décharges induites par le EC145 en particulier. À savoir, dans ces machines, vous allumez le téléphone portable, ça suffit, les écrans, ils s'effacent. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, faire du bruit, c'est bien, ça se signale, ça permet de signaler aussi. Ne pas faire de bruit, c'est réservé aux opérations spéciales, normalement. Hein, voilà. Et ça, on ne sait pas de quoi on parle. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ces domaines de vol un petit peu particuliers là? Alors, les domaines de vol un petit peu particuliers, l'hélicoptère, il faut savoir que c'est c'est la continuité de l'imagination du pilote. En fait, on arrive à lui faire n'importe quoi. Ça peut être du vol stationnaire, ça peut être du vol sur des lignes haute tension, ça peut être des transports de charge, qui peuvent être énormes, puisque vous preniez un hélicoptère américain qui s'appelle le Skycrane, qui est on dirait une espèce de grosse libellule. Ça fait une petite boule de vent. J'ai peut-être même une photo, mais je ne sais pas. Raymond, t'as mis une seule photo? Il y en a plusieurs. T'en avais mis plusieurs. Bon, j'essaierai éventuellement de la retrouver tout à l'heure pour vous la montrer. Le Skycrane, c'est un hélico qui ressemble à rien. Je vous dis, une espèce de gros insecte, mais qui peut porter jusqu'à 4 tonnes de matériel dessous. Donc, ça va être des vols spécifiques. C'est-à-dire qu'il va y avoir des élingues, il va y avoir des filins pour arriver à supporter, à pouvoir porter ces charges-là. C'est vrai que les gens, quand ils voient porter, on voit porter des poteaux de stations de ski, des pylônes de télésièges, on le voit porter sur de l'EDF, on va voir porter des palettes entières pour poser. Attendez, ça c'est des Alouettes 2. Hop, vas-y, tu le vois? Il doit y en avoir 2 ou 3. Voilà, c'est ça. Vous voyez un petit peu, pour dire qu'on arrive à faire du travail spécifique, c'est une machine, bon, c'est une force de la nature, quoi. Vous voyez, il transporte des poteaux entiers. C'est des tonnes, quoi, qu'on porte là-dessus. Hein. Donc ça va faire partie du travail spécifique. Donc là, lui, il va porter, il peut balancer de l'eau pour, par exemple, les incendies. Vous voyez, il porte, ça c'est un Chinook qui est dessous. C'est-à-dire, pour ceux qui connaissent pas trop, c'est ces hélicoptères où il y a 2 rotors dessus. C'est énorme. Donc pour dire la puissance que ça peut avoir, on peut arriver à faire plein de choses avec un hélicoptère. Après, c'est toujours pareil, c'est comme avec une voiture. Si vous voulez participer au Dakar avec une Formule 1, vous n'allez pas aller bien loin. En revanche, si vous voulez aller faire comment ça s'appelle, du circuit avec un 4x4, vous ne gagnerez jamais un grand prix. Bon, l'hélicoptère, c'est pareil. Il y a chaque hélicoptère qui a des domaines de prédilection et fait pour des vols particuliers. Celui-là ne fait que ça, il ne fait que du transport de charge. Il faut savoir que du transport de charge, on peut le faire avec un petit écureuil. Un hélicoptère qui est même plus petit que le C-145. Vous avez quoi? Vous avez une élingue qui est pendue du dessous, qui peut aller de 5 mètres jusqu'à... la plus longue que j'ai faite, c'est au Canada, c'est 50 mètres de câble dessous. Et puis vous portez une charge qui est utilisée par exemple pour la lutte contre l'incendie.
Pour du secours, on va trouver, comme disait Raymond tout à l'heure, ces points rouges qui peuvent travailler de nuit, qui vont travailler en montagne, et le mécanicien, par des lampes, ou par des scialumes ou plein de choses, va pouvoir treuiller quelqu'un à un endroit où on va pouvoir poser. Donc on va être dans la configuration la plus pratique pour le pilote et pour tout le monde. Ça peut être, si on va dire que c'est la montagne, ça sera peut-être très haut pour éviter toutes les turbulences, et on va y descendre parce que sur un 145 vous avez 90 mètres de câble. Avec un écureuil vous avez que 40 mètres. Il n'y a pas de secret, pour aller faire le même secours, et bien, au lieu d'être à 90 mètres vous serez à 40 pour pouvoir le poser. Ensuite, les moyens de travail, alors on le trouve plus dans l'armée que dans le civil, mais vous avez ce qu'on appelle les jumelles de vision nocturne, qui en fait c'est ce qu'on voit dans les films où on a l'impression que tout est vert à l'intérieur. Donc le problème, c'est un avantage et un inconvénient. Ça va utiliser le résidu de lumière, on va dire, environnante, pour intensifier tout ce que vous pouvez voir. Pour quelqu'un qui va voler, par exemple, avec des jumelles de vision nocturne, en fait, il va avoir l'impression de voler dans des conditions de jour dégradées. Comme s'il y avait un petit peu de brouillard ou de brume. Mais par contre, ça permet de voir qu'on est au-dessus des arbres, qu'il y a des lignes haute tension. Mais après, c'est toujours pareil. Même dans le vol avec des jumelles de vision nocturne, on a des limites. C'est-à-dire que quand on arrive au-dessus d'une ligne haute tension, pour aller se poser, par exemple, je vais parler de mission gendarmerie, quand il y avait des recherches ou des poursuites de véhicules qui font ou du go-fast ou des trucs comme ça, les jumelles de vision nocturne sont très bien quand vous êtes en vol en l'air. Enfin, en vol en l'air. En vol suffisamment haut. Mais quand il faut aller se poser, le problème c'est qu'avec ces jumelles de vision nocturne, ça va nous amplifier la possibilité de voir ce qui se passe au sol, mais c'est comme dans du vol classique, sur une ligne haute tension, vous allez voir les poteaux. Le fil qui va d'un poteau à l'autre, vous ne le voyez pas. C'est d'ailleurs le gros fléau. Alors il y avait un ancien patron que j'avais qui disait « Heureusement qu'il y a des fils à haute tension sur le territoire, parce que sinon les pilotes d'hélico feraient n'importe quoi. » Et c'est vrai, parce que si on n'avait pas de ligne haute tension, on ferait quoi? On irait mettre les patins au niveau des arbres, et puis on arrivera à aller à peu près où on veut. Il y a toujours des lignes, elles ne sont pas toutes marquées. Ça arrive qu'on en accroche. C'est partout pareil. Après il faut se dire une chose, c'est qu'on ne meurt pas à chaque fois qu'on a un accident. Je peux vous en parler. Moi j'ai eu un accident, j'avais 30 heures de vol, j'ai la transmission qui va du moteur jusqu'au petit rotor de derrière qui a cassé. C'était une faiblesse à l'époque ou je ne sais quoi, ça a cassé. Je suis parti en vrille, je me suis posé, je suis sorti avec 2 bleus au coude. Un mois avant, le même accident, ça faisait 4 morts. Une ligne haute tension, alors je parle que des cas que je connais parce que c'est trop facile de juger les autres. Une ligne haute tension, sur de la surveillance de ligne, j'en ai fait. C'était dans le... Je crois que c'était dans le Cantal. Non, c'est dans l'Allier, où c'est tout plat justement, le soleil est rasant, on est en train de surveiller des lignes haute tension. C'est pas un mécanicien, mais on est 3 personnes à bord, il y a une personne qui va... Alors j'en parle pour les gens justement qui vont peut-être voir les hélicos travailler comme ça, qui vont travailler très, très proche des lignes. On est à une quinzaine de mètres des lignes. Il se passe quoi? Il se passe qu'il y a un pilote qui va veiller à la sécurité et au bon fonctionnement de l'hélicoptère et du vol. Vous allez avoir sur votre gauche un monsieur qui est lui à un ordinateur avec plus ou moins toutes les lignes qu'il va y avoir dans l'environnement. Et vous avez un observateur derrière qui lui va faire des photos de tous les défauts qu'il va y avoir. C'est ce qui va permettre à EDF de gagner du temps, à ne pas vous laisser... quand il va y avoir des problèmes d'intempéries ou de quoi que ce soit, ou même des accidents de chasse. Un truc très bête, un coup de fusil dans un isolateur, dans une ligne haute tension, ça marche moins bien. Mais on ne peut pas mettre des gens, enfin on pourrait, mais si on mettait des gens à pied, à faire toutes les lignes, à regarder tout ça, ça mettrait un temps abominable. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des hélicoptères qui sont d'ailleurs souvent avec un autocollant ERDF ou assez significatif pour pas que les gens, justement, comme disait Raymond tout à l'heure, que les gens appellent en disant « il y a un hélico qui tourne autour de ci ou de l'autre ». Ouais, mais pour voir les lignes, il faut bien qu'il soit au milieu des lignes. Donc, on va suivre. Et bien, quand le navigateur, il va dire « tiens, il y a une ligne qui part à gauche ou qui part à droite », moi, ce qui m'est arrivé, c'est qu'il y avait une ligne qui n'était pas marquée sur l'ordinateur. Le gars était les yeux dans l'ordinateur. Celui derrière, il était en train de suivre le fil qu'on avait. Et en fait, on avait une ligne qui était perpendiculaire. J'ai eu la chance de l'avoir au dernier moment. On a cabré la machine. Les 2 patins ont appuyé sur le câble et on a fait tomber 3 poteaux.
J'aimerais donc pour conclure une toute dernière question, afin de clôturer cette conférence. Vous avez des milliers d'heures de vol. Nous sommes ici au village sur I4 pour essayer de comprendre comment volent les choses dans le ciel, pour éviter ces méprises. Donc une question qui colle parfaitement. Et pour conclure, est-ce que vous avez déjà vu quelque chose dans le ciel, avec vos heures de vol, d'insolite? Alors, on va dire d'insolite, pas spécialement, si ce n'est, on va dire, des éclairs qui des fois tombent pas très loin de nous. Mais après, le problème, c'est que c'est pas quand on est dans des vols d'entraînement, parce que quand il va y avoir des vols d'entraînement, eh ben, si on a des conditions météorologiques qui sont défavorables, on va pas y aller. Par contre, malheureusement, quand on fait du secours et entre autres en montagne, on sort pas que quand il fait beau. Donc il y a des fois où, oui, on arrive à voir, souvent on plaisante, on dit tiens, est-ce que tu souriais? Il y a un monsieur qui fait des photos. Mais c'est pas toujours des photos. Donc on a toujours cette appréhension de se dire, il peut y avoir des cas où ça sera pas le bon moment, où on sera pas au bon endroit. Des phénomènes insolites, oui, c'est de voir pendant qu'on est en vol, les éclairs qui au lieu de partir du haut vers le bas, eh bien, ils sont parallèles à la planète. Et là on dit, ça doit pas être très bon pour nous. Mais voilà, et on évite ces zones-là, puisque on n'est pas des surhommes et que nos machines ne sont pas faites pour pouvoir recevoir des charges électriques aussi fortes. On redisait avec Raymond justement la question qu'on se posait aussi, mais là on parle de phénomènes éclairs ou autres, et parlons concrètement des phénomènes aériens non identifiés. Alors, pour l'instant, moi j'en ai pas vu, j'ai pas eu cette chance-là. Je vais dire des non identifiés, oui, des fois on voit des lueurs, on voit des choses, mais on part du principe que ça doit être un aéronef. La question qu'on me posait tout à l'heure, on est quasiment toujours en contact radio avec quelqu'un. Ce qui fait que on a des codes qui s'affichent à l'intérieur, qu'on affiche à l'intérieur de nos hélicoptères, qui permettent à des tours de contrôle, à d'autres avions, de savoir notre position. Et si par hasard un autre avion vient, on va dire en sens inverse ou dans une direction qui pourrait être dangereuse, normalement les tours de contrôle ou les sites prévus à cet effet vont nous l'annoncer. Après, c'est arrivé que on voit des choses qui nous paraissent étranges, mais qu'est-ce qui est plus étrange qu'un hélicoptère militaire, par exemple, qui va circuler tout feu éteint? Et vous allez voir une ombre. Vous allez voir, ou vous ne la verrez pas peut-être, mais ça c'est des choses qui peuvent arriver. Entendre, non, on n'entend rien. Malheureusement, notre hélico fait suffisamment de bruit pour ne pas entendre les autres aéronefs à côté. Donc, mais des fois, c'est vrai qu'on va avoir des doutes. Personnellement, j'ai jamais vu, on va dire, d'objets volants entièrement non identifiés. Mais ça, c'est des choses, je sais qu'il y en a qui ont vu des choses un petit peu exceptionnelles et qui, eux, le répercutent à des gens qui, eux, font des recherches ou des tours de contrôle en disant tiens, j'ai vu ça, est-ce que... Vous avez une procédure? Alors la procédure, c'est en fait quand on a des choses qui nous paraissent un petit peu étranges ou qui nous mettent un doute, en fait, ou on contacte l'organisme aérien avec qui on est en contact en lui disant tiens, il y a ça, est-ce que... Parce que des fois, les avions militaires, par exemple, travaillent sur de l'UHF et nous, on travaille en VHF. Ça veut dire qu'on peut voir des avions, enfin, on peut voir un avion qu'on n'entendra pas la radio et qui pourtant sera en contact avec une tour de contrôle parce qu'on n'est pas sur les mêmes fréquences, quoi. Donc voilà, donc la procédure, c'est d'avertir ou les organismes aériens ou la gendarmerie parce que ça peut arriver et oui, dans les cas un petit peu fortuits, et j'en parle parce que ça, on a tous plus ou moins des enfants à droite ou à gauche qui font des fois des bêtises, peut-être involontaires. Et je vais parler, entre autres, de tous ces stylos laser qui sont vendus. Non mais on parle de choses un petit peu exceptionnelles. C'est pour ça que j'en profite pour faire notre sécurité aussi. C'est très dangereux parce qu'en fin de compte, le jeu, c'est... Alors, on va dire, il ne faut pas faire d'amalgame ni rien, mais très souvent on trouve ça dans les cités. Et dans les cités, les gens ont tellement l'appréhension de se dire tiens, l'hélicoptère vient faire quoi? Donc, tiens, on s'amuse à éclairer partout. Il faut savoir que c'est des procédures qui peuvent aller jusqu'à la prison pour les gens qui jouent avec ça. Donc je le dis, mon fils avait un laser, il savait très bien qu'il ne fallait pas tirer là-dessus, j'ai confisqué. Parce que c'est un jeu qui est très bête, ça a une portée énorme, et ça peut avoir des conséquences dramatiques pour tout le monde. Donc voilà. Merci. Merci. Ouais.
L'adjudant-chef sera disponible encore un certain temps au niveau du coin buvette, restauration. Donc n'hésitez pas à aller à sa rencontre si nécessaire pour toute question. Nous continuerons la prochaine conférence à 14h avec une conférence de Mathias Russ qui est pilote de ligne en activité, qui sera dans le même domaine puisque ce sera reconnaître les avions de ligne. Et un petit peu avant, à 13h15, 13h30, nous passerons un diaporama avec des méprises vidéo et un coin buvette est disponible. Merci.